Il y a longtemps je veux secouer, aujourd'hui je veux secouer. Laissez-moi secouer avec Facecam à Liège. Afin de secouer ma Obukati, ça va tuer. Tout le monde secouer, Mano Killer, on va secouer, 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 secouer. On va secouer le pigeon volé, moineau vola s'envoler. La pentadadi, stop! Tout ça, c'est la volaille. Salut à tous, je suis Mano Killer DJ, la voix métal charmée, Mekremon Azima Automatakan de Pointe-moi dans ma brique et moi, le kill Kilimanjaro, la menace invisible, désormais le choc Zulu. Bienvenue à Facecam. Face à la caméra des studios Bazor. Deux mots pour te qualifier. Deux mots pour me qualifier. Je dirais tout simplement que voilà, je suis DJ Mano Killer, l'un des acteurs de la culture camerounaise. Dans la vie, on ne se qualifie pas soi-même, mais je peux simplement dire que je suis un DJ, celui-là qui aime donner du bonheur, qui aime donner de la joie de vivre, qui aime donner de la bonne ambiance et qui, de par ses œuvres et son talent, apporte un plus à la culture camerounaise. Face à la caméra des studios Bazor. Ton nom d'artiste, pourquoi l'avoir adopté? Je dirais simplement... mon nom d'artiste, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Je me prénomme Emmanuel Legrand de naissance. Et dans mes débuts en tant que DJ, j'ai eu l'occasion d'être tenu par la main par un ami d'enfance qui était devenu DJ bien avant moi, qui m'a donné l'occasion d'intégrer une boîte de nuit où j'étais comme plongeur au départ. Et de temps en temps, vu qu'il me faisait des petits entraînements en journée, et voilà, je ne pouvais pas toucher les platines pendant la soirée. Donc du coup, autour de 4h, 5h, il me donnait des platines. Et comme j'étais à la base un peu très comique, j'aimais bien prendre le micro, voilà, raconter de n'importe quoi. Donc du coup, à chaque fois, je prenais les platines vers 5h, comme vous savez, c'est la fin de soirée. Je disais n'importe quoi et voilà, ça faisait rigoler les gens. Et à chaque fois, les gens ils disaient toujours le petit DJ là, il va nous kill, le petit DJ là, il va nous kill. Et pour finir, à un moment donné, on a commencé à m'appeler Killer DJ. Donc, j'avais pas encore de nom. Jusqu'à ce que je commence à travailler dans la boîte en temps plein, c'est-à-dire faire la soirée au début, comme tout bon DJ. Et voilà, au bout d'un moment, les gens ils m'appelaient comme ça, ils m'appelaient le Killer DJ. Au fil du temps, j'ai essayé de rajouter un peu de mon prénom. À un moment, c'était DJ Mano Mix de Killer, à un moment, c'était DJ Killer Mano Mix, à un moment c'était DJ Mano Killer. Après, lors d'un concours de DJ à Yaoundé, au festival Michael Power en 2005, donc j'avais donné mon nom de DJ. La présentatrice, c'est elle qui avait décidé d'abréger et elle me présentait comme Mano Killer. Et depuis ce jour, c'est resté comme ça, j'ai adopté ce nom jusqu'à aujourd'hui. Face à la caméra des studios Bazor. D'où est venu ton amour pour les platines? Mon amour pour les platines, je fais partie d'une famille un peu d'artistes, c'est-à-dire artistes dans tous les sens du terme, pas forcément dans la musique, mais dans tout ce qui est artistique. D'ailleurs, mon père, c'était un peintre, dessinateur, sérigraphe. Et mon grand frère avec une discothèque. Mon grand frère avec une discothèque et salon de coiffure dans le Mungo du côté de Penja. Et moi, déjà très jeune, à Douala, on aimait déjà aller danser dans des soirées.
Et à chaque fois où on allait danser, moi personnellement, j'étais un peu passionné par la manière dont les DJ mixaient. J'aimais bien, mais sans plus, jusqu'à ce que j'arrive un jour en vacances dans le Mongo, où je vais rendre visite à mon grand frère qui m'a ramené là où il animait. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais déjà arrêté l'école, j'ai décidé de rester avec lui. Et il m'a appris plus ou moins à enregistrer les cassettes. Je n'étais pas encore DJ, hein. C'est-à-dire il avait une disquerie, comme on dit ici en Europe. Au pays, on appelait ça une discothèque. Donc moi, mon travail, c'était enregistrer les cassettes, faire la coiffure et tout. Et chaque fois qu'on allait pour les animations, moi, mon boulot à moi, c'était passer les disques. C'était passer les disques, passer les cassettes, rebobiner les cassettes et tout. Jusqu'à ce que je fais la rencontre de mon fameux ami, à Njombe, où j'étais en aventure. Lui, il était venu, on l'avait affecté dans une boîte, le Vatican Night Club. Et c'est de là, je suis allé le voir une fois en boîte. Je l'ai vu animer, ça m'a donné cette passion, ça m'a donné cette envie de vraiment faire le métier de DJ en professionnel. Parce qu'à l'époque, on ne se considérait pas comme DJ, parce qu'on se considérait comme des disquaires. Voilà. Donc c'est passant par lui que j'ai vraiment pris goût à ce métier. Le pourquoi je l'ai abordé pour qu'il essaye de m'initier dans le métier. On l'appelait DJ Max, je lui ai fait un big up. Et aujourd'hui, il est en Banga. Donc, et c'est de là tout est parti en fait. Face à la caméra des studios Bazor. Pour toi, c'est quoi un bon DJ? C'est une question très pertinente. Un bon DJ, c'est quoi? Un bon DJ, c'est celui qui sait faire plaisir à son public. C'est celui qui sait faire un repérage dans la salle pour essayer de comprendre le besoin de son public de par les faits et gestes. Un DJ, c'est celui qui prend soin de prendre connaissance des musiques qu'il joue. Un DJ, c'est celui qui fait des recherches musicales, qui a la connaissance sur toutes les chansons qu'il joue. Un bon DJ, c'est celui-là qui se respecte, qui respecte son art, qui se prend au sérieux comme tout bon travailleur. Parce qu'un DJ qui se prend au sérieux est capable de faire beaucoup de choses, même s'il va d'une échelle d'1 à 10. Mais le fait de se prendre au sérieux, ça apporte déjà beaucoup. Ça veut dire qu'il respecte déjà son boulot, il respecte la clientèle et il fait bien les choses. Face à la caméra des studios Bazor. Depuis tes débuts, quelles ont été les difficultés et qu'est-ce qui a évolué aujourd'hui? Les difficultés depuis mes débuts, je dirais que les plus grosses difficultés que j'ai eues, c'était beaucoup plus sur le côté technique. Le côté technique parce que partant de disquaire et se retrouver en boîte où c'était tout autre chose. Parce que là, on avait déjà des appareils professionnels, des doubles lecteurs CD et des platines professionnelles. Là, il fallait aller d'une chanson à l'autre en respectant le tempo. Ça, c'était vraiment très très difficile pour moi, au point où j'étais obligé de passer du cahier et bico cahier. C'est-à-dire qu'on était obligé de noter le nombre de temps d'un couplet. On était obligé de noter le nombre de temps. J'étais obligé de noter le nombre de temps d'un couplet pour savoir à telle minute, je dois mettre play. Et à telle minute, je dois changer la chanson. Tout ça a été noté dans le cahier. Ça, c'est l'un des points qui était très, très difficile pour moi. Mais avec le temps, comme dans toute chose, à force de le faire, j'ai fini par le maîtriser. Et maintenant, au cours de la carrière, les plus grosses difficultés que j'ai eues, c'était beaucoup plus l'opportunité d'être au bon endroit. Et voilà, comme je dis, dans la vie, on peut avoir du talent, mais on n'a pas là où s'exprimer.
Donc, du coup, c'était pas évident. Je vais aller prendre juste un exemple simple autrefois à Yaoundé où je faisais les beaux jours, par exemple dans la Talakou, un peu partout. Mais comme DJ, je travaillais à la Tour Eiffel. Je travaillais à la Tour Eiffel. De la Tour Eiffel, j'étais à la Côte d'Azur. J'étais toujours dans des coins bizarres. Après, j'étais au Matador. J'étais toujours dans les coins bizarres. C'était pas facile pour moi, mais chaque fois je venais en ville et j'avais pas moyen d'entrer dans le circuit de la ville. C'était pas évident, mais je venais quand même. Je voyais certains grands qui sont directeurs. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Il n'y avait pas moyen. Jusqu'à ce que, voilà, un jour, il y a un monsieur qui est venu au Matador, qui est venu, il m'a vu ma façon de mixer, ma façon de tenir le micro. Il était client et puis il m'a ramené au César, au centre-ville, au César Club. Et c'est du César Club, voilà, j'ai eu l'opportunité qu'il fallait. Et je me suis lancé à fond. Et c'est du César, je suis arrivé au Safari où j'ai fait vraiment le plein de mon art. Donc, comme pour dire, dans la vie, il ne faut pas baisser les bras, il faut persévérer, il faut croire en ce qu'on veut. Ça, je profite pour m'adresser à mes collègues DJ, donc, ou à mes jeunes frères DJ, il faut croire en ce qu'on veut. C'est-à-dire, malgré que je n'avais pas ces opportunités, je n'arrêtais pas de travailler, je continuais de travailler. J'ai fait le concours de Michael Power jusqu'à aller avoir un titre en finale, étant DJ dans un bar à Ekono. Voilà pour ceux qui connaissent. Donc pour dire, c'était juste un bref petit exemple, comme pour dire en gros, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Bon, en ce qui concerne l'évolution aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, à mon niveau, je ne vais pas dire que je suis accompli, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours parce que celui qui dit « je connais déjà tout », il se trompe. Je pense qu'il y a une certaine évolution, il y a une très bonne évolution vu que j'ai pu avoir la chance et l'opportunité d'initier plusieurs jeunes qui ont d'ailleurs un grand nom aujourd'hui. Mais je pense qu'on apprend tous les jours. Tant qu'on est encore dans le métier, autant pour moi, pardon, tant qu'on est encore dans le métier, on se dit toujours, à tout moment, on apprend quelque chose. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Face à la caméra des studios Bazor. Ton featuring avec Lady Ponce. Comment est née la collaboration? Mon featuring avec Lady Ponce. Déjà, je vais notifier pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas le premier featuring que je fais. Avant Lady Ponce, j'ai fait des featuring avec pas mal d'artistes au Cameroun. C'est-à-dire à l'endroit du groupe Séminaire que j'envoie un big up. Princesse Pierre que j'envoie un big up aussi, sans oublier Viviane Etienne avec qui on avait fait une reprise de Emile Kangué à l'Homme. Ma collaboration avec Lady Ponce n'est pas née de cette date-là. Pour ceux qui ne savent pas, Lady Ponce, c'est une sœur amie. On a toujours collaboré ensemble depuis longtemps. C'est par un biais du hasard qu'on a eu cette collaboration publique que tout le monde connaît. Ça veut dire qu'après la sortie de l'album La Loi du Talion, l'arrangement n'avait pas été au top et le public a rejeté l'album. Donc il était question de reprendre, de refaire l'arrangement de l'album. Et c'est là où Lady Ponce m'a contacté pour que je vienne collaborer au studio, pour qu'on refasse l'album La Loi du Talion. D'où j'ai proposé qu'on travaille ensemble avec Bertrand Eba. Bertrand Eba qui est un très bon ami, et un frère ami. On a toujours travaillé longtemps ensemble. Et c'est de là que tout est parti. Donc c'est pendant qu'on arrangeait ces chansons, vu qu'on arrangeait les chansons et il y avait les tournages des clips aussi qui se faisaient en même temps. Et il y avait la pression.
il y avait la pression de la nouvelle sortie de l'album. Donc on travaillait toute la journée. On finissait le studio, on commençait le tournage et tout. Donc si j'ai dit on commençait le tournage, c'est parce qu'on a toujours travaillé ensemble comme ça. C'est-à-dire qu'elle a toujours été entourée de nous, ses amis, ses frères, pour la réalisation de tous les autres projets. Donc on tournait ensemble et un soir, c'était le jour où elle devait faire les prises de voix sur la chanson Secoue Secoue. C'était au studio Monéfond, que j'envoie un big up. Désolé pour la publicité. Donc ce jour-là, il était presque 23h30 et moi je devais aller travailler en boîte. Alors elle a commencé à un moment donné, elle était fatiguée. Je suis allé, comme je coordonnais, je suis allé dans le box, je l'ai trouvée assise en train d'écrire. J'ai dit, mais princesse, qu'est-ce qui se passe? La chanson, là, tu as déjà chanté. Pourquoi tu écris encore quoi? Elle me dit, non, ça va, allez, je veux faire et tout. C'est un peu la fatigue. Elle était déjà fatiguée, elle était épuisée. Alors je suis revenu, elle se levait, elle a essayé encore une, deux fois, ça n'allait pas. Du coup, je ne la voyais pas dans le box. Je reviens dans le box, je lui demande, c'est comment? Je lui ai dit, écoute, le studio va fermer à minuit. Moi, je dois être au boulot à minuit. Je ne suis pas encore changé, je dois rentrer. Si tu ne veux pas, laisse la fin là. Je bricole nos histoires d'Atalakou là et tout dedans. Déjà, à la base, c'est une chanson qu'on avait conçue pour les DJ. Je dis, laisse, je bricole ce que je peux bricoler là. On valide ça comme ça, on part. Elle me dit, ok, Manu, mais laisse, attends d'abord, je vais le faire. Parce que c'est une femme forte, elle n'aime jamais baisser les bras. J'ai dit, ok, vas-y. Et après, on est resté, elle a encore essayé une fois, et du coup, on l'a vu, elle est sortie du studio. Elle est venue et elle a dit, bon, Manu, j'ai essayé, ça ne donne pas. J'en peux plus, je suis fatigué. Va faire ce que tu voulais faire. Et c'est comme ça que je suis entré au studio. Et vu qu'on a repris la chanson, je connaissais les textes de la chanson, alors j'ai improvisé un truc selon le texte de la chanson. Et c'est comme ça, on a fait une prise rapidement. Pap, il y a longtemps, je veux secouer, blablabla, bam. On a fermé le son, on est parti. Et voilà, comme Dieu fait ses choses, au final, c'est la chanson qui a été le plus aimée dans la reprise. Parce que normalement, le titre phare, c'était la chanson Carrosserie qu'on avait prévu mettre comme titre phare. Mais après, voilà, comme on dit, les esprits se sont croisés sur la chanson et Secoue Secoue est devenu le tube que vous avez connu. Donc pour répondre à cette question, c'est d'où va la collaboration. Face à la caméra des studios Bazor. Un morceau qui te fait pleurer, celle qui te donne la pêche. Un morceau qui me fait pleurer, honnêtement, moi je vais être honnête. Moi je suis un DJ, et pour moi la musique, je n'ai pas une attention particulière à la musique. Pour moi la musique c'est mon arme de guerre. Donc c'est une question généralement qui m'est souvent difficile parce qu'avec autant de musique j'ai dans ma tête, j'ai plus de 4000 musiques dans ma tête. Et ces 4000 musiques, je réfléchis seulement comment les sortir pour faire ambiancer les gens. Donc du coup, je n'ai pas le temps pour apporter une certaine attention à une musique. Donc honnêtement, je ne peux pas citer une chanson qui me fait pleurer. Par contre, une chanson qui me donne la pêche, ça oui. Ça, oui. Il y a l'Ombole, quand j'écoute aujourd'hui, ça me dégage comme il faut. Par exemple, comme Main dans la main de Petit Malo, son dernier single qu'il avait sorti. Ça, c'est une chanson qui m'accroche vraiment. Face à la caméra des studios Bazor. La danse du coq, ton premier single, n'a pas connu le succès escompté. Que s'est-il passé? Bon, c'est un sujet un peu délicat pour moi parce que
J'ai encore du mal pour ça jusqu'à aujourd'hui. Je dirais j'ai même très mal. Très mal. Parce que de ce single, j'ai beaucoup souffert. Mais bon, aujourd'hui, c'est du passé. Bref, pour faire un bref résumé là-dessus, c'est... Voilà, j'avais décidé de mettre une petite pause en qualité de DJ et essayer de me lancer dans une carrière solo artistique. Étant donné que j'avais déjà fait pas mal de featuring avec des artistes, je me suis dit pourquoi pas me lancer moi-même. Et voilà, après que j'ai sorti mon single, j'ai eu un coup de sabotage qui a freiné toutes mes activités. Parce que le single est sorti en mai 2016. Et je comptais retourner au Cameroun. Je comptais retourner au Cameroun en septembre pour faire la promo. Mais voilà, le sabotage est arrivé. J'étais obligé d'annuler mon voyage. C'était quelque chose d'assez grave quand même. Je suis obligé d'annuler mon voyage. Et c'est un sabotage qui a beaucoup affecté ma carrière, qui a affecté ma vie privée. Donc du coup, c'est ça qui a fait en sorte que je me suis renfermé un peu. Je me suis renfermé, je me suis orienté vers autre chose, le temps de laisser tasser les choses. Mais sinon, la chanson en elle-même, elle a beaucoup marché au Cameroun. Mais comme on dit, l'accompagnement du succès d'une chanson, c'est l'artiste lui-même qui est présent pour accompagner avec des tournées radio, des prestations et tout. Donc voilà la raison pour laquelle la chanson n'a pas été comme je l'estimais. Face à la caméra des studios Bazor. Comment gères-tu l'intérêt des gens qui te suivent et te soutiennent? Personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les gens qui me soutiennent et les gens qui me suivent. Déjà, je ne me suis jamais limité à la grandeur de la personne dont les gens estimaient que j'étais. J'ai toujours essayé de rester humble, rester proche de mes fans, rester proche de mes collaborateurs, de mes clients. Quand je dis clients, ça dit des personnes qui me contactent pour des soirées privées et tout. Donc pour moi, à ce niveau, j'ai vraiment jamais rencontré de problème. Ça dit beaucoup de gens le savent, je suis toujours assez ouvert pour ceux qui ont eu l'occasion, de m'approcher. Donc ça, c'est un élément que je le gère assez bien. Face à la caméra des studios Bazor. Quelle est la plus grosse difficulté selon toi dans la crise sanitaire que nous subissons et comment est-ce que tu gères ça? Maman. La plus grosse difficulté, c'est que déjà nous les DJ on est au chômage. Et comme ça ne suffit pas, on doit rembourser les acomptes qu'on avait déjà perçus pour certaines soirées. Il y a d'autres qui essayent de prolonger la date, il y a d'autres qui insistent sur le remboursement. Mais sauf que d'autres avaient déjà prolongé jusqu'à on est déjà à 1 an. Donc c'est vraiment difficile. Moi, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Voilà, c'est déjà là. C'est déjà là. Mon père me disait souvent, on est né ici, on n'est pas né ailleurs. Donc tout ce qu'il y a là, il faut seulement faire avec. Tu ne peux pas changer. Donc du coup, c'est juste pour dire que c'est assez difficile pour nous. Je ne sais pas s'il faut énumérer une grosse difficulté. La difficulté, elle est financière, c'est tout. Elle est financière. C'est dur. Ça nous coûte beaucoup parce qu'on ne travaille pas assez. Et en plus, on ne travaille pas assez, on doit rembourser encore des gens. Voilà, c'est vrai que certains d'entre nous ont un petit boulot derrière. Comme moi, par exemple, j'ai un petit travail à côté. Oui, ça va encore, mais voilà, c'est un art dont on vit. On vit de ça aussi, quand même.
Donc c'est ça la plus grosse difficulté, c'est le Nyama. C'est le Nyama. Il n'y a plus le Nyama. Face à la caméra des studios Bazor. Ton rapport avec les drogues et les femmes. Mon rapport avec les drogues. J'ai jamais pris la drogue de ma vie. Jamais. Jamais. Je me souviens une fois, j'ai goûté le tas. Je voulais voir à quoi ça ressemble. Je me suis réveillé 5 heures après. Donc, pour être honnête, pour être franc, j'ai jamais pris de la drogue, même si pour l'homme animal que je suis, de par ce que certains disent, de par mon animation, ma manière assez violente de faire le show, de mon crazy style, comme on dit en anglais, beaucoup de gens ont souvent pensé que voilà, je prends de stupéfiants pour pouvoir le faire. Non, je le fais naturellement. C'est un talent brut simplement. J'ai jamais pris de drogue. Et mon rapport avec les femmes, je suis un homme comme tout homme, je suis un père de famille, je suis un homme qui a des enfants, j'aime une seule femme. J'aime pas 2 femmes, j'aime une seule femme dans ma vie. Face à la caméra des studios Bazor. Le DJ qui t'a le plus impressionné à ton époque. Et pour toi, qui est le meilleur DJ camerounais en ce moment? Bref, celui qui t'impressionne le plus. De mon époque, le DJ qui m'a le plus impressionné, je ne vais jamais l'oublier, c'est DJ Evermix. Parce que pour être honnête, je l'ai écouté mixer. Je n'étais même pas encore dans la musique, j'étais très jeune, je devais avoir 12 ans. J'allais à une fête de fin d'année et je l'ai écouté mixer, ça m'a impressionné. J'ai encore cette image dans ma tête jusqu'à aujourd'hui et je pense que c'est même grâce à ça que tout est parti. Comme je l'ai dit, c'est grâce à ça tout est parti. Que quand je suis arrivé chez mon grand frère, j'ai aimé rester travailler en discothèque pour pouvoir aller animer avec lui avant même de devenir DJ professionnel. Avant de me lancer dans la formation DJ professionnel. C'est DJ Evermix à mon époque. Je crois aujourd'hui il doit être au Maroc. Et aujourd'hui, le DJ qui m'impressionne le plus, je ne dirais pas qu'il est le meilleur, je dirais qu'il est parmi les meilleurs. C'est DJ Sarius Black, que j'apprécie beaucoup, que j'ai eu l'occasion et la chance de le voir commencer, monter tout doucement. C'est l'un des DJ qui m'impressionne en ce moment le plus, parce qu'il y en a plusieurs. Malheureusement, on ne m'en a demandé qu'un. Donc pour l'instant, pour moi, je voterai pour Sarius Black. Face à la caméra des studios Bazor. Qu'aurais-tu fait si tu n'avais pas été DJ? Je ne sais pas. Je ne peux vraiment pas vous le dire parce que j'ai pas eu la chance d'aller à l'école. J'ai commencé dans la petite débrouillardise avant d'arriver chez mon grand frère à l'âge de 13 ans. Donc, si j'aurais pas été DJ, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Peut-être je serais un débrouillard comme tout le monde. Je serais peut-être un commerçant parce que c'est tout ce que j'avais en tête. C'est tout ce que j'avais en tête parce que dès l'âge de 9 ans, quand j'allais faire mes petits jobs et tout, c'était pour avoir de l'argent. J'avais un rêve, c'était de créer ma petite caisse en carton, comme on faisait à Douala à notre temps. Mettre mes cigarettes dedans, vendre, faire mon petit commerce, aider ma mère avec toute la charge qu'elle avait déjà de mes frères et sœurs. C'est tout ce que j'avais dans la tête comme ambition. Donc du coup, je ne peux pas dire exactement qu'est-ce que j'aurais fait si j'aurais pas été DJ. Je pense que Dieu seul a la réponse à ça. Face à la caméra des studios Bazor. Un génie t'offre de réaliser 3 vœux. Quels seraient-ils? 3 vœux. Mon premier vœu serait de voir le métier de DJ être reconnu officiellement dans le ministère de la culture camerounaise. Deuxième vœu, pouvoir
voir un artiste faire des ventes en ligne avec une chanson au niveau du Cameroun, c'est-à-dire par des téléchargements en ligne, des téléchargements payants. Et mon troisième vœu, c'est avoir encore 3 enfants. Face à la caméra des studios Bazor. Des projets. Oui, pas mal de projets. Voilà, donc comme je disais plus tôt, après le sabotage que j'ai eu, qui a ralenti un peu l'élan de mon single que j'ai sorti, j'ai pris un peu du recul et après je me suis concentré dans un autre projet qui est déjà opérationnel aujourd'hui au Cameroun depuis le 11 décembre. Il s'agit du Classico Lounge que tout le monde connaît désormais. Donc voilà, derrière ça, il y a d'autres projets de collaboration qui sont en cours. Pendant mon séjour au Cameroun dans le mois de janvier, j'ai pourparlé avec plusieurs artistes pour des éventuelles collaborations. Et voilà, je compte aussi faire un comeback musicalement. Pas pour tout de suite, mais c'est quand même un projet. Voilà, et peut-être avec ma fille, que je suis en train de préparer dans les loges pour l'afficher au grand public, Siane qui est là. Donc, pour l'instant, c'est des projets qui sont en cours. Donc, aux côtés de ça, il y a le Bugatti. Raison pour laquelle j'ai choisi qu'on fasse cette interview ici. C'est un nouveau projet à Liège, pour ceux qui connaissent la ville de Liège. Donc un projet initié par El Mundo. Donc ça fait partie des projets dont j'apporte un soutien dans l'organisation, dans les différents événements qui sont prévus à l'avenir. Donc pour l'instant c'est ça. On espère que Corona va finir et que vraiment qu'on mette les choses en place comme il avait été prévu et qu'on fasse du sale. Face à la caméra des studios Bazor. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit que je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi. Tout ça parce que je n'avais rien. Qu'en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole de la CC aujourd'hui m'a nourri. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Studio Bazor, toi, ta vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Oh lélé, oh, sa vie a changé. Oh, oh lélé, El Mundo, c'est toi le Bugatti. Oh lélé, oh, ta vie a changé. Oh, oh lélé, Bugatti, c'est la référence. Maman Judith, Papa Magellan, Studio Bazor, Mano qui l'a dit de chanter, Big up à toi et Didier Bopi, Yemunda seke brongo na gesa gabrigue de matoko nyasa, Mano qui l'a dit de la voix mais t'as le charme, je suis de retour et c'est pas petit à faire, faut pas tester, c'est comme le vin rouge, plus c'est doux c'est un, Yemunda la zetaka, plus c'est vieux aussi c'est doux, merci.